Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de l'actualité. Ce soir, quel est le contenu du programme national de développement 2018-2025 et quel est son niveau d'application? Les membres du Conseil économique et social en ont été suffisamment informés. La présentation du dit plan a été faite par le conseiller spécial du chef de l'État, Johannes Dayon. Les précisions avec Jérôme Mongbo et Simon Villon. Le Conseil économique et social est à l'avant-garde des différents programmes et projets qui s'exécutent en faveur des populations. C'est à son invitation que le président de la République a instruit son conseil spécial du Bureau d'analyse des investigations, Johannes Dayon, à apporter des informations relatives au programme national de développement 2018-2025. Votre présence cet après-midi au siège de notre institution dénote de l'attachement du chef de l'État au respect des textes de la République, mais aussi de l'importance qu'accorde la plus haute autorité de l'État aux réflexions qui se mènent au Conseil économique et social. Je voudrais alors saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État pour cette marque de considération qui constitue en même temps un défi pour nous au regard des attentes sous-jacentes. Je nous invite par la même occasion à nous illustrer comme à l'accoutumée par la qualité et la pertinence de nos interventions. Le programme d'action du gouvernement a précédé dans sa mise en application le programme national de développement 2018-2025 dont il était pourtant une composante. Des questions et réponses d'éclaircissement ont meublé la séance. C'est un programme très ambitieux et nous pensons que si on peut arriver à réaliser la totalité, ça va être un essor pour le pays, pour le développement de ce pays. Je pense qu'à l'avenir, le gouvernement fera en sorte que dans les hameaux et dans toutes nos contrées, il faut qu'on mette à disposition à ces populations, même si c'est une population qui est, excusez-moi un peu, à 80-90% analphabètes, qu'ils arrivent à comprendre dans nos langues locales ce qui est en train d'être fait et ce à quoi ils devraient s'attendre. Que les entrepreneurs béninois ne puissent pas être capables de réaliser des projets initiés. Vous comprenez que le Conseil économique et social ne peut pas être insensible à une telle réalité. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que le gouvernement fait pour renforcer les capacités de nos artisans, de nos entrepreneurs à être compétitifs, à prendre les marchés qui sont réalisés ici? Écoutez, s'ils ne peuvent pas prendre les marchés qui sont réalisés ici, comment ils peuvent se faire la main pour compétir même au plan sous-régional et international? Ça a été une double communication, non seulement sur le plan national de développement, mais sur le PAG également. Et nous avons essayé donc de voir la jonction entre les deux plans. Et ça a été très intéressant. Nous avons essayé donc de parcourir tout ce qui a été prévu par le gouvernement, le niveau d'exécution. La méthode a changé. Nous avons vu que les objectifs sont clairs et mesurables et nous avons vu que les moyens qu'il faut ont été mis à disposition pour que ces programmes soient exécutés. À partir de ce moment-là, nous pouvons conclure que de beaux jours nous attendent donc à la fin de l'exécution de ces plans. Et nous pensons qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc si le suivi continue comme cela se passe actuellement. L'exercice entre en ligne de compte des missions régaliennes dévolues au Conseil économique et social. Voilà cette virgule qui annonce cette métamorphose à Kogbato, un des quartiers de la banlieue de Cotonou situé dans le 12e arrondissement. Il porte un nom qui le confine dans le dédale d'un marécage avec ses lots de bas-fonds, mais de nouvelles perspectives se profilent à l'horizon avec le projet asphaltage. À Kogbato s'offre ses plus beaux atours avec la construction des ouvrages d'assainissement. Asphaltage à Kogbato, les 6 précurseurs d'une mutation grandeur nature. C'est le constat fait par une équipe de la télévision nationale déployée sur le terrain. Renaud Akapo nous en dit plus. Regardez.
Réputée zone marécageuse par excellence, Akogbato opère sa mue avec l'érection des ouvrages d'assainissement. Les caniveaux et les voies pavées changent le décor des quartiers environnants. La grande agglomération montre un visage rayonnant grâce à la mise en œuvre des chantiers d'asphaltage. Le projet phare, perçu au départ comme un mirage, se concrétise peu à peu, ici pour le bonheur des populations. À l'issue de ce chantier, nous serons à l'abri des inondations cycliques. Aujourd'hui, nous avons moins de peine quand on quitte le marché Tokpa pour regagner Akogbato. Les voitures arrivent plus facilement à Akogbato, ce qui n'était pas le cas avant. Nous attendons la fin du chantier pour sceller des moments de réjouissance. Du collège de l'Entente jusque dans les dédales d'Akogbato, la métamorphose est quasi remarquable. Le projet asphaltage va crescendo et le lot 3A, confié à l'entreprise Sino Hydro, étreint ses voies urbaines au rythme du déploiement des engins. Des ouvriers rompus à la tâche travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit pour parachever les énormes travaux de construction de voiries. Avant, là, c'était moins peuplé. Il n'y avait pas l'accès, il n'y avait pas d'accès pour habiter ici, pour arriver ici. La voie est devenue très libre. Quand je quitte Calavi ou bien pour couper ici ou bien pour venir avec mon matériel ici, ça ne prend pas 10 minutes. Je suis à l'aise. Ça dit tout le monde presque ici est content de cette voie-là. Il y a évolution. Parce que la voie est déjà libre. C'est ça. Donc il y a accès. L'accès est déjà facile pour arriver à Akogbato. Les chaussées, les trottoirs et autres caniveaux prennent forme au fil des jours et les signes précurseurs d'un projet d'envergure sont visibles sur le terrain. Il y a 5 ans, ici, c'est un grand marécage. Aujourd'hui, il pleut, mais pas d'inondation. À la fin du chantier, j'aurai plus de clients. Je suis en joie. Encore quelques mois pour voir le bout du tunnel, mais pour les habitants, c'est déjà le ouf de soulagement. Le calvaire enduré ici, en toute saison, est bientôt conjuré. Les chantiers ouverts dans les rues du quartier Filleyon et dans le périmètre de la route des pêches donnent également des signes de satisfaction. Vraiment formidable. On a eu la chance d'avoir l'asphaltage devant notre portail et ça nous a fait beaucoup plaisir. Ça nous évite d'avoir les inondations. Ça fait une chose et puis nos rotules et consorts, nos véhicules seront vraiment, en tout cas, moi je suis très contente. Les secousses là déjà, c'est pas bon pour la santé. Oui. Pour notre santé, c'est pas bon, vraiment. Pour la santé, vraiment, je crois que les Russes sont mieux que les pharmacies ouvertes ou bien quoi. Quand tu as la santé, tu n'auras pas souvent la pharmacie. Ma joie que ce que Talon fait vraiment, moi ça me fait plaisir, ça me fait un grand plaisir parce que si ça peut se passer dans toutes les rues, vraiment, on sera au ciel, au Bénin. Le projet asphaltage reste incontestablement le plus grand chantier d'aménagement urbain jamais lancé au Bénin. Pour cette première phase, 650 km de rues sont prises en compte dans 9 villes pour un financement total évalué à environ 900 milliards de francs CFA. On parle Journée mondiale de l'alimentation. Agissons pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde faim zéro autour de ce thème que sera célébré demain 16 octobre, la 39e Journée mondiale de l'alimentation et également 23e édition du téléfoot. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a adressé un message aux populations suivant la substance de son allocution, de l'allocution du ministre empêché présentée par la secrétaire générale du dit ministère au micro de Jérôme Mongo. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, après la 38e édition de cette manifestation mondiale qui nous a réunis à Lalo dans le département du Koufo en 2018, c'est à Djoum dans le département de l'Ouémé que je vous convie cette année à un échange d'idées
sur le thème « Agissant pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde faim zéro », retenu par la FAO. Pendant des décennies, l'humanité a pu se féliciter des progrès accomplis dans la lutte contre la faim. Toutefois, il faut reconnaître que le nombre de personnes sous-alimentées est réparti à la hausse avec plus de 800 millions, soit environ une personne sur 9. De plus, la sécurité alimentaire n'est plus seulement de nos jours une question de quantité, mais aussi de qualité. Nous allons également célébrer pour la 23e année consécutive l'événement Téléfood lancé par la FAO depuis 1997. Initié au lendemain du sommet mondial de l'alimentation de novembre 1996, qui a donné une impulsion aux efforts visant à éradiquer la faim, la campagne Téléfood est organisée chaque année à travers les masses médias, concerts et autres manifestations. Elle permet de collecter des fonds pour financer des centaines de micro-projets qui aident des individus et groupes vulnérables à sortir du cercle vicieux de la faim et de la pauvreté. Au Bénin, grâce à la solidarité internationale, Téléfood a permis de financer 38 micro-projets pour une valeur totale de 92 591 000 francs CFA dans divers domaines tels que la production maraîchère, le petit élevage, la production halieutique et la transformation des produits agricoles. Ces résultats montrent l'importance du programme Téléfood pour les pays en développement comme le nôtre. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois et aux hommes de bonne volonté d'adhérer massivement à la campagne Téléfood en souscrivant à la collecte de fonds durant la période du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Autre actualité ce soir, la production du coton atteint en 2017-2018 son plus haut niveau jamais enregistré au Bénin, un record qui place le Bénin donc à la tête des pays producteurs du coton en Afrique. Au nombre des facteurs favorisant cette prouesse, les variétés sélectionnées et le combat contre les ravageurs menés à la recherche. Regardez. Un envol. L'orgue blanc hisse le Bénin sur le toit de l'Afrique. Près de 600 000 tonnes de coton moissonnées pour la campagne 2017-2018. Si nous avons pu gagner la première place de coton, nous n'avons pas la plus grande emblavure sous coton, mais nous avons les meilleures technologies, une meilleure approche de suivi de nos plantations de coton. En amont, le travail de la recherche pour mettre à disposition les meilleures variétés de coton. Il y a une variété qui est cultivée dans la partie septentrionale, à Libori, à Takora. Et il y a une autre variété qui est cultivée au niveau de la zone centre, Borgou, à Libori, Colline. 3 sont actuellement cultivées. Elles sont retenues selon leur adaptation au milieu où elles sont introduites. Au nord, c'est la variété ANG 956. Alors, donc, au centre, c'est la variété Okapé. Et au sud, c'est la variété Quête. Pas de répit dans l'amélioration variétale. Sur ce jardin botanique, le processus de l'autofécondation est mis en œuvre avec plusieurs autres variétés de coton. Nous essayons de récupérer les fleurs chaque matin. Et après la récupération des fleurs, nous attachons les boutons floraux en maturité pour qu'il n'y ait pas d'éventuelle ouverture dans la journée pour biaiser l'essai. L'opération se poursuit avec l'étape du croisement entre le cotonnier mâle et femelle dans la perspective d'aboutir à de meilleures variétés. On couvre le pistil avec un instrument qu'on appelle chalumeau et vous attachez. Vous attachez et vous laissez vers 10h30, 11h pour venir faire la pollinisation. La sélection variétale que nous faisons à la recherche cotonnière tient compte de ces normes-là déjà pour sélectionner les fibres de meilleure qualité. C'est ça qui fait que nous avons un coton de bonne qualité. La variété est intrinsèquement de bonne qualité.
toutes les pratiques de production que nous essayons de promouvoir aussi au niveau des producteurs permettent de préserver la qualité du coton. Les ravageurs de cotonniers, autre défi majeur. L'hélicoverpa armigera, l'un des plus redoutables, bouté hors des exploitations du coton au Bénin. Il y a de cela une semaine, on était dans l'Albori, tout ça, à Ngaradebou, à Mbanikwara, les zones de prédilection de ces ravageurs. Je vous dis, on a fait des heures dans des champs, mais il n'y avait pas ce ravageur pratiquement. Combat réussi contre les prédateurs du cotonnier au Bénin, renforçant l'espoir du pays de confirmer sa place de leader avec une production record annoncée pour la campagne 2018-2019. Eh bien, ils sont 15 représentants de groupements de transformation de riz venus de 5 départements du pays à bénéficier d'une visite guidée de partage d'expériences dans les collines. Bientôt 2 ans que le financement additionnel du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, est lancé et les résultats sur le terrain plaident en faveur de cette branche du programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD Bénin. Patrick Ayadji et Wessessa Sawaimo. Locaux de l'Union des femmes étuveuses de riz UFER de Glazoué. Première étape de cette visite de partage d'expérience. Les hôtes de l'UFER sont ici à l'école de l'étuvage de riz, de la transformation du paddy, matière première, au conditionnement du produit final. Ces ambassadeurs des groupements et associations de riziculteurs venus de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Plateau, du Mono et du Koufo ont touché du doigt les réalités de cette chaîne de valeur. Ce qui m'a juste frappé à l'œil, ce sont les équipements. Parce que nous, à l'instant T, il nous manque assez d'équipements, surtout le tri de riz se fait manuellement et on a des problèmes au niveau du cou, les yeux, c'est que ça affaiblit quand même. Mais ici, nous avons les machines qui très rapidement font une grande quantité et qui allègent le travail au niveau des femmes. Donc, c'est un souhait, ça nous fait réfléchir et puis on implore la grâce de Dieu et aussi saisir les partenaires pour que cette difficulté-là, cette peine aussi soit allégée à notre niveau. Nous, chez nous, là-bas, on fait le riz blanc, naturellement parfumé. Mais à voir ce qu'ils ont fait ici sur le riz étuvé, c'est une connaissance que j'ai acquis et que après je pouvais utiliser. J'ai eu à poser le problème qui me tenait à cœur. Il s'agit donc du problème d'emballage. Vous savez, ici au Bénin, aucune entreprise ne fabrique les emballages que nous utilisons. Donc les entrepreneurs peuvent eux-mêmes se réunir pour quand même demander à ce qu'une personne d'entre eux aille pour régler cette affaire d'emballage-là. Ça, j'ai été content de trouver donc ensemble avec mes collègues cette idée. Après l'étape de Glazoué, la délégation s'est ébranlée vers Savalou dans le village de Dagadoho. Dans ce complexe de riz étuvé, le même exercice s'est répété sur d'autres installations avec des réalités différentes. Aujourd'hui, grâce au PPAO, notre production passe la barre des 300 kg. Ce projet nous a offert des kits de stockage de grande capacité. Mais pour accroître notre chiffre d'affaires, nous avons besoin d'une trieuse optique, d'un tricycle et d'une décortiqueuse. L'appui du PPAO dans ce sens est vivement attendu ici. L'INRAB est là pour générer des technologies qui sont non seulement accessibles aux utilisateurs, mais qui donnent une certaine valeur ajoutée aux produits. Dans ce cas de génération de technologies, on a eu à générer beaucoup de technologies post-récolte de transformation. Et si on prend le cas du riz, on a généré des technologies d'étuvage, une technologie améliorée d'étuvage du riz. Nous travaillons sur des chaînes de valeur comme le riz, le maïs, l'ananas, l'anacarde, le poisson, le soja, les petits ruminants, les produits maraîchers et la volaille. En ce moment où le projet PPAO s'en va finir, nous avons estimé qu'il y a besoin de faire partager les expériences des uns avec les autres. Grâce au bonus accordé par la Banque mondiale et le gouvernement béninois, le programme
cadre d'appui à la diversification agricole, Procat Bénin peut espérer rêver d'une sécurité alimentaire et par ricochet aller à la recherche de devises extérieures. On aborde à présent la question de la transhumance. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin œuvre pour une meilleure gestion des enjeux de la transhumance au Bénin. Elle a organisé à cet effet une conférence dont la thématique a pour donc sur la transhumance au Bénin, enjeux, défis et perspectives pour le développement durable. Le compte-rendu de cette séance avec Arcel Nancy, Rachidat Biormama et Bernard Diaoui. D'un air attentif, ces différents acteurs des filières agricoles et animales suivent les explications des deux experts agro-pastoralistes. André Abor et Oscar Teka dissèquent la transhumance au Bénin. La transhumance, c'est ce mode de déplacement des troupeaux d'une zone à une autre zone à la recherche du fourrage, c'est-à-dire pour leur alimentation, et de l'eau pour s'abreuver. Et lorsque les transhumants viennent comme ça génère beaucoup de conflits. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans la basse et moyenne vallée de Lomé, chaque année, on enregistre beaucoup de conflits. La transhumance, aujourd'hui, n'est pas liée à un conflit. Les conflits ne sont pas liés à la compétition de la gestion des ressources pastorales. Mais c'est lié au problème d'accès à ces ressources-là. C'est là où naissent les conflits. Une problématique inquiétante qui nécessite que l'on s'y penche avec le plus grand sérieux. Le thème développé par ces deux communicateurs est édifiant. Les facteurs déterminants des conflits liés à la gestion des ressources pastorales au Bénin. Des pistes de solutions sont explorées. Nous avons assez de potentiel en matière de fourrage et autres. Mais ce potentiel est très mal géré. Très mal géré parce que nous n'appliquons pas les techniques, les meilleures techniques de gestion et d'exploitation de cette terre de parcours. Et de surcroît, ces transhumants qui viennent, on ne contrôle pas le taux de charge, c'est-à-dire le nombre de têtes qui entrent dans le pays. Pour actuellement résoudre ce problème-là, il faut délimiter les couloirs de passage des éleveurs. Il faut que les communes délimitent les zones d'accueil des transhumants, notamment les transhumants transfrontaliers. Mieux gérer les conflits entre agriculteurs et éleveurs, c'est ce à quoi invitent les experts de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Voyons à présent cette remise de l'aide de mission comme des directeurs d'hôpitaux et les membres de l'administration publique, les chefs d'établissement, conseillers et inspecteurs pédagogiques reçoivent leur lettre de mission. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée vendredi dernier à Calavi que ces derniers ont été fixés sur la tâche à accomplir. Retour sur cette cérémonie de remise de lettre de mission avec Arcel Nancy et Évariste Zomao. Accepte la lettre de mission que votre autorité vient de me remettre. Le chemin est tracé pour ces acteurs du secteur éducatif. Des mains de Maounion Kakpo, ils reçoivent leur lettre de mission. Il s'agit des chefs d'établissement, des inspecteurs pédagogiques et des délégués de la chaîne d'encadrement et d'animation pédagogique des 12 départements du Bénin. Au nom de mes collègues, j'accepte la lettre de mission que votre autorité vient de me remettre. Je m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement les prescriptions y contenues. Vous êtes appelés à développer avec rigueur les fonctions innovation, remédiation, animation pédagogique, expertise et conseil de l'inspection. Un nouveau départ, une nouvelle mission, des engagements fermes. Conscients, ils sont de la tâche qui leur est assignée. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle les invite à un plus grand sérieux dans l'exercice de leur mission. Démarrée depuis le 16 septembre dernier, l'année scolaire en cours est mise sous le sceau du renforcement de la qualité de l'offre éducative. Sur cette base, je vous exhorte à mettre un accent sur le respect des directives en matière de progression quantitative et qualitative des objectifs d'apprentissage, l'utilisation effective des techniques, outils et supports requis pour les situations d'apprentissage.
Cette remise de lettres de mission a été suivie par des mesures, des réformes initiées sous votre leadership, Monsieur le ministre, et mises en œuvre pour améliorer également cette performance des établissements. Ces initiatives ont concerné, entre autres, la gouvernance des collèges, l'amélioration du temps scolaire et l'encadrement pédagogique. La balle est désormais dans le camp des chefs d'établissement, conseillers et inspecteurs pédagogiques. Ils devront faire preuve de professionnalisme pour maintenir les résultats scolaires enregistrés aux différents examens précédents. Voyons ces nouveaux tarifs à la SBE. La Société béninoise d'énergie électrique veut modifier ces tarifs. L'annonce a été faite par la structure elle-même. Cette requête répond-elle aux tests qui régissent l'électricité au Bénin? L'autorité de régulation a lancé une consultation publique pour en débattre. Suivez ce reportage de Rebecca Kenjaondé et Brice Kibozo. Agents de la SBEE, association de consommateurs, sociétés civiles et professionnels des médias, tous venus à la consultation publique de l'autorité de régulation de l'électricité, AREE. Une consultation qui vise à discuter des modifications tarifaires de la Société béninoise d'énergie électrique. La journée a consisté d'abord à présenter la synthèse de la requête de la SBE, à présenter les principes de fixation des tarifs régulés, mais aussi à présenter les recommandations et les résultats de cette consultation publique et enfin à recueillir à nouveau l'avis des parties prenantes et des consommateurs sur la démarche de modification des conditions tarifaires de la SBE. Une démarche unanimement approuvée et saluée par les parties prenantes, mais elle reste sceptique sur l'orientation donnée à la hausse des tarifs de l'électricité. Je crois que tout le monde a été unanime sur la question. La SB2E et l'AREE devraient revoir leur stratégie. Cette démarche n'est pas du tout prolifique. La diminution au lieu de l'augmentation. Soit on reste statique, soit on diminue. Même le décret pris par l'État béninois a dit que l'autorité doit prendre en compte les intérêts aussi bien de l'État, des consommateurs et de la société. Donc si cela est fait, chacun est gagnant. La grille peut baisser comme elle peut augmenter. À la baisse ou à la hausse, une chose est certaine, l'autorité de régulation compte bien se référer aux tests. L'autorité de régulation agit dans le cadre du respect des lois et des tests réglementaires. J'ai souvent fait référence à l'article 50 de la loi portant code de l'électricité qui dispose que les tarifs doivent permettre à l'opérateur de recouvrir ses coûts, mais aussi de pouvoir faire des investissements. Et ces tarifs, normalement, sont révisables tous les 12 mois par approbation de l'autorité ou sur injonction de l'autorité. Toutefois, l'AREE dit prendre en compte toutes les préoccupations des acteurs concernés. Une autre consultation publique est prévue pour trouver un plan tarifaire convenable à toutes les parties, régulateurs, consommateurs et fournisseurs. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a organisé un atelier de réflexion stratégique ce mardi ayant pour thème la gestion du changement dans le contexte des réformes de la fonction publique, analyse et perspective. La rencontre a eu lieu à l'Infosec. Le reportage de Génial Afoda Monsi Aboka et Bénédicte Poisson. Réfléchir ensemble pour mieux gérer le changement dans le contexte des réformes de la fonction publique. C'est le motif de ces assises qui réunissent les cadres des divers départements du ministère de la fonction publique. La fonction publique est actuellement en pleine réforme dans le cadre de la gestion même de tout le ministère. Alors, lorsque vous faites des réformes, il vous faut une coalition de tous les acteurs autour des réformes. Parce que les réformes, c'est pour pouvoir apporter un changement dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc l'objectif ici, c'est de s'arrêter un tout petit peu et de réfléchir
sur le chemin parcouru, le chemin qui reste à parcourir. Au menu de la rencontre, 2 communications. La première porte sur la gestion du changement dans le contexte des organisations publiques, modèle de gestion et bonnes pratiques. La deuxième sur les grands chantiers de réforme en cours au sein du ministère du Travail et de la fonction publique, une analyse au regard des bonnes pratiques de gestion du changement et perspectives. L'objectif de cet atelier est de renforcer la gestion stratégique des réformes mises en œuvre au sein du ministère en vue d'accroître leur efficacité et la durabilité des réalisations obtenues. Les travaux inscrits dans l'agenda de l'atelier devront conduire aux résultats dont l'identification des modèles de gestion du changement dans le contexte des organisations publiques, l'analyse des chantiers majeurs de réforme en cours au sein du ministère du Travail et de la fonction publique, ainsi que leurs mécanismes de gestion au regard des modèles de gestion du changement. Les travaux de ce colloque permettront à terme d'améliorer qualitativement l'offre du service public au Bénin. Et cette main tendue aux enfants vulnérables, l'ONG Alinayon, en partenariat avec la CGITT et la maison d'accueil Casmat de Wedo, a procédé à la remise d'un lot de matériel de construction aux bénéficiaires de fonds PISCA. Il s'agit des enfants dont les parents sont victimes d'accidents de la circulation. C'est une cérémonie couplée avec la remise des attestations de fin de formation à ces jeunes vulnérables en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Christelle Tongodo et Monique Toron. Enfants des victimes d'accidents de la route hier, aujourd'hui entrepreneurs sociaux. Ces jeunes filles prennent définitivement leur envol après 6 mois de formation pratique dans des secteurs d'activité autrefois réservés aux hommes. On a décidé de nous engager dans un secteur, de faire la première expérience, ce qui ne s'est jamais produit au Bénin. Je veux parler bien de l'entrepreneuriat social et parler du type de l'économie sociale et solidaire. Et aller jusqu'à parler de coopérative, de type d'économie sociale et solidaire. C'est le premier du genre dans tout le Bénin. Les machines que vous avez vues sur le site, ce sont des machines hydroformes qui servent à fabriquer des briques. Ces briques sont des briques autobloquantes et qui ne nécessitent pas beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'efforts pour les fabriquer et pour réaliser des bâtiments avec. Ils sont 24 jeunes, en majorité des filles, réunis en 3 coopératives à bénéficier de ce programme spécial. Ils visent leur autonomisation. Nous avons un objectif commun, celui de devenir les grands entrepreneurs sociaux et solidaires. Chers parents, je tiens à vous remercier pour nous avoir laissé venir à Camset. Nous sommes déjà sur la voie de la réussite, comme vous le souhaitez. En plus du parchemin, ces coopératives reçoivent des équipements de travail. Vous avez cette chance de l'espoir en vous. Bravo. Et on espère que vous allez monter sur beaucoup d'échelles et que vous aurez devant vous une terre promise à votre mesure pour les autres, jamais tout seul. Une partie des revenus de ces coopératives est destinée aux œuvres sociales. Plusieurs sites de construction ont été visités à cette occasion, des sites d'expérimentation pour ces entrepreneurs en devenir. Et l'éducation des filles, le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale du Bénin fête ses 18 ans de service dans l'éducation des filles déscolarisées. La célébration a été marquée par des moments de reconnaissance des bénéficiaires du programme de l'ARES Bénin. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Arcel Nancy et Francis Faton. C'est un nouvel élan pour ces filles des départements du Borgou. Elles ont été marginalisées et déscolarisées, mais grâce au projet Équité-Qualité dans l'éducation pour le développement des compétences du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale du Bénin, elles retrouvent le sourire. 18 ans, pour certains, n'est qu'un chiffre. Même pour les bénéficiaires des actions de ce partenariat, en 18 ans, que nous sommes, cela symbolise la renaissance des histoires de vie aussi riches les unes que les autres, des identités construites, car comme l'a dit J.C. Kaufman,
L'identité n'est pas une question personnelle et privée, mais elle redéfinit l'ensemble de la question sociale. Oui, des identités nobles que nous ne saurions avoir sans votre appui. Nous sommes devenus quelqu'une. Pendant 18 ans, le LARES Bénin est resté aux côtés des filles déscolarisées en les formant à divers métiers professionnels. Ce que je voudrais dire pour ne pas abuser de vous ici, c'est que le développement, c'est l'affaire de nous tous. Et beaucoup de gens attendent de l'État. Mais quel État? C'est nous tous. Donc c'est ce que nous avons compris au LARES en agissant dans des secteurs de souveraineté nationale, qui est celui de l'éducation. 18 ans d'expérience dans l'éducation de la jeune fille, la représentante de la coopération suisse au Bénin s'en réjouit. Rien ne s'arrête, tout se poursuit. Et puis évidemment le LARES pour leur fort engagement tout au long. J'ai écouté attentivement l'initiative en famille et la porte-parole. Et elle a dit une expression que je vais garder avec moi et retenir. Elle a dit que ce programme leur avait permis de devenir quelqu'une. Et j'ai trouvé ça très joli. Et je pense que ça résume bien beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Et je les en félicite tout sincèrement. Et je me réjouis que toutes ces femmes soient devenues quelqu'une. Et bon vent et bon succès. Le LARES Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage redoubler d'efforts pour assurer la pleine éducation des filles, mais surtout d'étendre ses actions dans les autres départements du Bénin. Elle ne rate pas cette année 2019 son rendez-vous annuel, une tradition depuis quelques années. Elle, c'est bien sûr Angélique Kidjo, fondatrice de la fondation Batonga, en tournée depuis quelques jours dans son pays, le Bénin. Elle était au chevet de ses clubs à la base dans la commune de Boycon. Reportage, Kolaole Boniface Biao. Elles vont. C'est le plus important, voir si tout va bien. Et si ça ne va pas, comment on ajuste. Et elle a vu comment se portent les clubs Batonga de Locho, de Torvillon et de Elou. Angélique Kidjo est confiante et a espoir que le meilleur reste à venir pour les filles dans les différents clubs de sa fondation. Il y a eu énormément de progrès, mais il y a toujours encore beaucoup de travail à faire. Chaque fois qu'on fait un pas en avant, on se rend compte que pour faire le prochain pas, il y a une autre étape à laquelle il faut passer. Il faut arriver à trouver une façon pour que les plus jeunes de 10 à 14-16 ans, on les subdivise un peu mieux dans des groupes différents, en groupes d'âge, avoir un peu plus des activités ludiques pour celles qui sont plus petites, s'adapter au fur et à mesure aux besoins des enfants. Le directeur pays de la fondation se réjouit des bonnes performances notées sur le terrain. Je salue d'abord les communautés, les leaders des communautés qui nous supportent dans cette lancée, dans ces activités que la fondation mène. Parce que sans ces leaders, il serait difficile d'atteindre les objectifs. Je remercie également les filles qui mettent de l'entrain quand même à travers la participation au sein des clubs pour qu'elles puissent acquérir les connaissances que la Fondation Batonga essaie de leur inculquer. Très émue par ce qu'elle a pu toucher dans les différentes localités, la directrice exécutive de Batonga promet que sa fondation se battra à faire encore mieux. Le défi, je crois, ça va être de faire encore plus, de servir encore plus de filles, d'aller en profondeur dans les programmes, de s'assurer que les petits business qui ont été lancés peuvent survivre et peuvent croître et agrandir. Ça va être les défis du futur. La fondation Batonga compte au Bénin plus de 4000 filles qui constituent les clubs qu'elle appuie. Le groupe Batimat s'agrandit. Il veut surtout se rapprocher de sa clientèle. À cet effet, il a inauguré ce jeudi une nouvelle agence. Elle se situe à Maro Militaire. Les détails de la cérémonie avec Rebecca Kenjaoundé.
C'est un showroom de 1160 mètres carrés. À l'intérieur, une kyrielle d'objets, des matériaux de construction du plancher au plafond, tout pour satisfaire sa clientèle. Batimat s'agrandit. Notre surface d'exposition s'étend sur 2 niveaux. Tout d'abord, au rez-de-chaussée, nous avons dédié la moitié de l'espace à Jacob Delafont, prestigieuse marque de sanitaire de renommée mondiale. Le carrelage y est également représenté avec des marques européennes dont la réputation n'est plus à faire, telles que Novoceram, Pamesa, AP et Migres. Entre ces 2 espaces, vous pouvez découvrir notre corner luminaire qui reprend les dernières tendances. Présent dans 11 pays d'Afrique, le groupe Batimat a posé ses valises au Bénin depuis 1991. Dès lors, il s'investit dans la construction et la rénovation, depuis le carrelage jusqu'à l'étanchéité, en passant par l'électricité ou encore la plomberie. Je suis client de Batimat, ça fait déjà plus de 10 ans, environ 15 ans bien sûr. Depuis que j'ai adopté Batimat, j'ai toujours eu des matériaux de qualité pour mes travaux, ce qui fait que les ouvrages que j'ai souvent réalisés ne souffrent pas de défectuosité. Batimat toujours se rapproche de la clientèle. On n'aura pas à faire un long trajet pour acheter de matériel de qualité pour nos clients. La qualité et le professionnalisme, le gouvernement de la rupture y tient. Voilà pourquoi le ministre du Cadre de vie et du Développement durable épouse la vision du groupe Batimat. Ce que vous apportez de plus, de mon point de vue, c'est que à Cotonou ici, nous n'avons pas beaucoup de choix. Les produits de finition ne sont pas très diversifiés. Et je crois que l'ouverture de ce showroom complète un peu ce vide. Je voudrais vraiment vous remercier pour ça, vous encourager parce que vous faites partie des opérateurs économiques engagés qui accompagnent aujourd'hui l'action du gouvernement. Une visite guidée dans les locaux du showroom et vous êtes emporté par l'attrait des gammes exposées. Le groupe Batimat promet d'innover davantage dans son domaine. Il veut surtout confirmer sa position de leader du bâtiment dans l'Afrique de l'Ouest. Un tour chez Canal+, avec cette conférence de presse du groupe Canal+, pour annoncer des nouveautés à partager avec le grand public. La séance est tenue dans la salle de cinéma Canal Olympia à Wologuédé, à Cotonou, Robert Coupéidor et Bénédicte Posso. Nous lançons de nouvelles chaînes qui intègrent les bouquets Canal+ à partir du 15 octobre prochain. Plus de 10 nouvelles chaînes rejoignent les bouquets Canal+. Pour le plaisir de ses abonnés, Canal+ offre de nouveaux divertissements à sa clientèle avec de nouveaux programmes disponibles sur les formules à sexe et évasion sans changement de prix. Nos abonnés aujourd'hui sont très satisfaits de nos programmes, mais souvent ils nous demandent plus de divertissement, plus de plaisir, plus de nouveautés. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait venir la chaîne M6 International qui présente des programmes que les gens apprécient beaucoup, donc des programmes comme Chasseurs d'appart ou des programmes de mode. Et nous aussi on a souhaité faire venir d'autres chaînes comme par exemple Ludi Kids en cette période de rentrée. On sait à quel point l'éducation est une thématique qui tient à cœur de nos abonnés et donc on a souhaité présenter cette chaîne disponible des Access, donc pour tous nos abonnés, qui permet de présenter des programmes éducatifs et amusants pour aider les enfants à progresser dans leur scolarité et dans leur éducation. Ça nous paraît extrêmement important. Et puis après on a d'autres chaînes, plus de divertissement, type Automoto pour les sports mécaniques, pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fonction de ses sensibilités, et de ses plaisirs et de ses loisirs. Quant à Canal Olympia, Escape Game est un jeu mis à la disposition de ses fidèles spectateurs. Canal Olympia poursuit sa volonté de diversifier ses activités, d'offrir davantage de divertissement au public béninois. Donc l'Escape Game est lancé à partir d'aujourd'hui. Il s'agit d'une première au Bénin. Nous n'avons aucun Escape Game à l'échelle du territoire, mais encore plus à Cotonou. Donc c'est pour vous montrer en fait toutes les différentes activités qui peuvent être faites dans le complexe, pas que la salle de cinéma, mais aussi maintenant un jeu pour la famille, les amis, les collègues. Je l'ai fait en groupe avec 2 autres personnes. Il faut être minimum 3 ou 4 ou 5. Et donc, c'était vraiment très intéressant. On a fait
moins d'1 heure. Donc vous avez 1 heure pour vous évader de cet hôpital psychiatrique. Et donc il y avait plein d'énigmes, plein de choses très intéressantes et tout. On n'a pas vu le temps passer et donc j'invite tout le monde à venir tester ce jeu au Canal Olympia. De nouvelles chaînes avec davantage de contenus africains et des loisirs, de quoi satisfaire les abonnés. Un bonus signé Canal+, généreux comme à l'accoutumée à l'approche des fêtes de fin d'année. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Awa Sherif prend le relais à 23h30 pour l'édition du soir. Mais avant, retrouvez les programmes avec une émission hommage à l'artiste et homme de culture Kofi Gaou avec Nicanor Corvi. Faites ce journal. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et passez en vous.